Mesdames et messieurs, Dieu nous a fait grâce et nous vous retrouvons une fois de plus dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous vous espérons en parfaite santé pour nous accompagner une fois de plus tout au long de cette nouvelle aventure. Chers amis internautes, on vous retrouve tout de suite. Bien le bonjour à chacun et à tous, mesdames et messieurs, et nous voilà donc installés pour le numéro du jour. Fauzia Sefou déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawenou et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et nous ouvrons comme de coutume avec la première rubrique, la revue des titres. Et c'était ça, et ce matin nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette développement du sport et de son écosystème en Côte d'Ivoire. Mamadou Diawara, reçu par le ministre Silamet Adjé. Moment d'échange stratégique pour les actions durables au profit de la jeunesse ivoirienne. En politique, après une alliance stratégique entre KEV Gros 2026, Kakbo Zenoyon, Eric Akouté Honoré Agossou ratisse l'âge pour Wadaï Talata. Et toujours en politique, Ramadan et Journée internationale des droits des femmes à Porto Novo. Romulus Biokou offre des kits alimentaires dans les 5 arrondissements. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Après le drame de Konoufou, le gouvernement salue la bravoure de l'armée. Le coopérant, Assemblée nationale, hommage aux soldats tombés à Carrément. Le témoin actu, attaque meurtrière au nord du Bénin. L'Assemblée nationale rend hommage aux soldats tombés à Carrément. National News 24. Assemblée nationale, l'hommage solennel de Joseph Djogbenou aux soldats tombés à Carrément. L'informateur, présidentiel 12 avril prochain, le défi du taux de participation, s'exclame le journal. Le Béninois libéré, LD demande à Yahi de reprendre la tête du parti. Voici ceux qui ont vendu le parti à 1 franc. La boussole à présent. Après le rejet de sa démission, les démocrates en mission d'échange chez Boni Yahi à Parakou ce jour. Fraternité, processus électoral, situation irrégulière, des infractions passibles de sanctions. Matin libre s'installe à présent. GIF 2026 au Bénin, bus mobilise les femmes pour un vote décisif. Le matinal, crise au Moyen-Orient, aucun Béninois n'a été touché selon le journal. Décryptage info, en route pour la Marina, Romuald Wadaï, la force d'un système rodé. Avant de boucler définitivement avec cette rubrique Latifat Kawenou ce matin, nous repassons encore à la une du quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette développement du sport et de son écosystème en Côte d'Ivoire. Mamadou Diawara reçu par le ministre Silamet Adjé. Moment d'échange stratégique pour des actions durables au profit de la jeunesse ivoirienne. Après une alliance stratégique entre KEV et Gros 2026, Kakbo Zenoyon, Eric Akouté et Honoré Agossou ratissent l'âge pour Wadaï Talata. Et pour définitivement terminer, Ramadan et Journée internationale des droits des femmes à Porto Novo, Romulus Biokou offre des kits alimentaires dans les 5 arrondissements. Latifat Kawenou, c'est ainsi que se présente la une des quotidiens ce matin. Merci à vous, Fauzia Sefou, et vous restez avec nous. On vous retrouve tout de suite, juste après cette virgule, dans le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin d'information ce matin par la présentation des titres phares du quotidien La Guérite. Bonjour et bienvenue à la présentation de la une du journal La Guérite.
En sa manchette, le Canada Konaboy affiche développement du sport et de son écosystème en Côte d'Ivoire. Mamadou Diawara, reçu par le ministre Sila Medj-Adjei. Moment d'échange stratégique pour des actions durables au profit de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, j'ai été reçu par monsieur le ministre Adjei Sila Medj, nouveau ministre ivoirien des Sports, dans le cadre d'un échange constructif et porteur de perspectives. Ensemble, nous avons travaillé sur l'élaboration de projets structurants pour le développement du sport et de ses écosystèmes en Côte d'Ivoire. J'ai tenu à lui adresser mes félicitations sincères pour sa nomination à la tête de ce grand ministère, symbole de responsabilité et de confiance. Toujours à la une du journal, après une alliance stratégique entre KEV et Gros 2026, Kakpo Zenoyon, Eric Akouté et Honoré Agossou ratissent l'âge pour Wadayi Talata. À quelques semaines de l'élection présidentielle 12 avril 2026, les initiatives de mobilisation se multiplient dans le département du Koufou. À Clé-Camin, Kakpo Zenoyon, Eric Akouté et Honoré Agossou ont donné le ton ce samedi 7 mars 2026 en organisant une grande rencontre stratégique marquant l'alliance entre le cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire KEV et la génération Romuald Wadayi Gros 2026. La maison des jeunes de la commune a servi de cadre à cette première activité conjointe des deux mouvements. Dans une ambiance à la fois fraternelle et engagée, enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, parents d'élèves ainsi que plusieurs sympathisants ont répondu massivement à l'appel. L'objectif de cette rencontre était clair: renforcer la mobilisation autour du duo présidentiel Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata et préparer efficacement le terrain pour une forte participation au scrutin. Et pour terminer ce matin, Ramadan et Journée internationale des droits des femmes à Porto Novo. Romulus Biokou offre des kits alimentaires dans les 5 arrondissements. À l'occasion d'une rencontre conviviale organisée dans la soirée de ce dimanche 8 mars 2026, le conseiller municipal Romulus Biokou a non seulement célébré les femmes, mais il a aussi renouvelé son geste de soutien en offrant des kits alimentaires aux fidèles musulmans. Objectif, soutenir cette communauté musulmane dans cette période de jeûne. Opportunité saisie pour inviter les populations de Porto Novo à accomplir leur devoir civique lors de la présidentielle du 12 avril. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À demain. Nous passons au deuxième élément qui parle politique à la faveur d'une rencontre conviviale tenue dans la soirée de ce dimanche 8 mars 2026. Le conseiller municipal Romulus Biokou a marqué d'une double empreinte cette journée, à la fois célébration de la Journée internationale des droits des femmes et acte de solidarité envers la communauté musulmane en période de Ramadan. À l'occasion, le conseiller du bloc républicain a procédé à la distribution de kits alimentaires au profit des fidèles musulmans des 5 arrondissements de Porto Novo et des localités environnantes. Un geste visant à accompagner les bénéficiaires durant ce mois de jeûne et de partage. Profitant de ce moment d'échange, Romulus Biokou a également sensibilisé les populations sur l'importance de vote le 12 avril prochain. C'est un double événement qui a réuni les fidèles musulmans des 5 arrondissements de Porto Novo ce dimanche 8 mars 2026 au domicile du conseiller municipal Romulus Biokou. Il s'agit de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et de la reddition de son acte de solidarité à l'endroit de la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Vous êtes la lumière, vous les femmes, la lumière de la communauté, la lumière de chacune de vos familles. Vous êtes le socle de chacune de vos familles. Et il faudrait qu'on se penche sur vous pour que tout aille au mieux pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la femme, pour célébrer la prière, pour célébrer la bénédiction qu'on nous donne en cette période de Ramadan. Nous avons besoin de ça.
parce qu'il est clair que nous sommes tous pécheurs. Ce ramadan nous permet de nous purifier. En distribuant des kits alimentaires aux fidèles musulmans en cette période de jeûne et de partage, l'acteur politique exprime ainsi son soutien à la communauté musulmane dans une société où la morosité économique n'épargne aucun foyer. C'est un geste très louable et appréciable parce que, vous savez, nous avons, pendant cette période de morosité économique, nous avons beaucoup de fidèles qui peinent à se nourrir convenablement pendant la période des jeûnes. C'est pourquoi cet événement, c'est un événement que nous devons accompagner. Je sais que ça ne représente pas grand-chose, mais vous allez le prendre comme ça. Nous allons prier pour que ça soit au mieux les années à venir et que cette bénédiction que nous tous nous demandons jaillisse sur nous tous qui sommes ici présents et que ce partage nous apporte du bonheur. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à leur donateur qui, une fois encore, a renouvelé ce geste de solidarité en ce mois de Ramadan. Il me manque même de mots pour le remercier. Il a été très gentil. Il a été toujours comme ça, depuis le début et jusqu'à maintenant. Je prie Dieu qu'il continue toujours sur ce lancer pour qu'il puisse atteindre son objectif. Organisée dans une période préélectorale, cette rencontre a également été l'occasion pour le conseiller BR, Romulus Biokou, et le président des soldats de Romuald Wadayi, Abdul Aziz Amoussa, d'inviter l'assistance à accomplir son devoir civique lors du scrutin du 12 avril prochain. Ces échéances nous demandent quelque chose de très important. La chose la plus importante pour nous, c'est que vous leviez et que vous alliez voter le jour-là. Que vous leviez, que Porto Novo montre la voie du salut, la voie de la continuité, la voie de cette dynamique qui a commencé depuis 2016. Et cette voie n'a pas de nom, c'est le duo Wadayi Talata. Nous vous demandons justement de veiller à ce que nous votions massivement le 12 avril prochain, pour que Porto Novo monte la voie, pour que le vote soit plus massif à Porto Novo plus qu'ailleurs. Le partage de kits alimentaires a mis un terme à cette rencontre placée sous le signe de la solidarité, de la célébration et de la sensibilisation à la responsabilité citoyenne. En présent, la Cour spéciale des affaires foncières a tranché le 9 mars 2026 un dossier de fraude immobilière à Bomey-Calavi. Le principal prévenu est condamné à 10 ans de parcelle, faux usage de faux. 2 autres prévenus écopent également de peine de prison. Nous poursuivons l'information. Invité de l'émission Zone Franche diffusée sur 3 Bénin 2026, Léon Basile Rossi, ancien vice-président du parti Les Démocrates national du mouvement ambassadeur de Romuald Wadayi, s'est prononcé sur la démission du docteur Thomas Boniyayi à la tête de la formation politique de l'opposition. Au cours de cet entretien, il a également dressé un bilan de la gestion de l'ancien président de la République à la tête du parti dans un contexte marqué par des turbulences internes qui, selon lui, fragilisent aujourd'hui la formation politique. Je crois que, de mon point de vue, cette démission serait intervenue plus tôt. Parce que vous le souhaitiez. Je le souhaitais, je le lui ai dit. Les conflits personnels entre le président Talon et lui paralysaient les activités du parti. Il fallait sa démission pour stabiliser le pays? C'était l'interlocuteur du parti face au président Talon. Nous avions estimé, j'étais avec des camarades, on a estimé, on a fait des séances, on a estimé qu'il fallait qu'il recule pour qu'un autre parle avec Talon au nom du parti. Bon, il ne l'avait pas voulu. Et je vous assure que
Ça nous a conduit dans trop de difficultés dont nous n'avons pas pu nous sortir. Bon, aujourd'hui, moi, je trouve que ça arrive un peu tard. Mais les raisons de santé, je les prends avec des pincettes. Je crois que le temps nous dira le reste. Et j'avoue, le parti était en train de se disloquer. Vous avez vu, bon, moi je suis parti très tôt après mes débats, mais je voulais que les démocrates survivent. Après, vous avez vu le trésorier général parti, un certain nombre de gens partis. Et puis, il y a des bruits de bottes dans les couloirs. Les gens vont partir parce que c'est parti pour au moins 7 ans. Avec la modification de la Constitution, les partis doivent se calmer, fermer la bouche pendant 6 ans. C'est pas sûr que l'opposition survive à tout ça. Et on a d'éminents analystes au sein du parti LD. J'ai pratiqué le parti. Je vous avoue que je suis parti le cœur gros. Et je suis parti un peu en cachette pour continuer à travailler avec le parti jusqu'au moment où, bon, on ne pouvait plus continuer sur cette lancée. Et voilà. Mais je regrette, j'ai peur que le parti disparaisse. Je peux dire qu'il n'était pas souvent ouvert. Mais je mets un bémol en disant qu'il était mal entouré. Parce que lorsque le président Éric Mbete a quitté la tête du parti, le président Yahi Boni n'avait visiblement pas le temps de s'occuper du parti au quotidien. Il l'a confié à un de ses lieutenants qui, visiblement... On peut le nommer? Vous parlez de qui? Le ministre Tigri Alassane, qui politiquement, je ne le trouve pas bien. Mais c'est l'homme de confiance du président Yahi. Et c'est lui qui devait réglementer tout. Je suis allé le dire au chef de l'État. J'ai dit, mais votre porte-parole, je ne sais pas, celui qui répond... Il avait quand même une responsabilité au sein du parti. Moi? Non, Alassane Tigri. Oui, il était 4e ou 5e vice-président. Bon, il était bien derrière moi, mais moi, mes points de vue ne passaient pas. Et beaucoup de gens n'avaient pas le courage d'aller affronter le président Yahi pour lui dire, ça, c'est pas bon. Mais moi, j'y allais et je disais aux camarades, moi, je vais aller le lui dire. Et je le lui disais. Il ne devait pas postuler pour être président du parti. Président d'honneur, c'était plus utile pour nous. J'ai un pincement de cœur parce que les LD vont vers l'effondrement. Ça va me faire très mal. Hors de nos frontières à présent, les effets de la guerre au Moyen-Orient se font déjà sentir en Afrique de l'Ouest. Alimentée par les tensions autour du détroit d'Ormuz, la flambée des prix du pétrole entraîne une hausse du carburant au Nigeria comme en Sierra Leone. Une situation qui ravive la crainte de pénurie pousse certains automobilistes à faire des stocks et pèse déjà sur le pouvoir d'achat. Les précisions. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, certains automobilistes anticipent et se rendent dans les stations munis de leur jerrycan par peur d'une pénurie ou que les prochaines augmentations ne plombent leur budget. Pour Elisabeth, venue faire le plein avec plusieurs bidons, l'heure est à la prudence. Pour l'instant, aucune cohue n'est visible dans les stations-service, contrairement à certaines crises précédentes. Mais en moins d'une semaine, le prix du litre d'essence a déjà augmenté d'environ 20%, passant de 835 à 1095 naira, malgré le statut de pays producteur de pétrole. Au Nigeria, le prix du carburant structure largement la vie quotidienne, notamment à travers le coût des transports publics, explique Stanley, conducteur de bus. Depuis plusieurs mois, le prix de l'essence était pourtant resté sous la barre des 1000 naira, malgré la suppression des subventions publiques en mai 2023. La raffinerie du milliardaire nigérien Aliko Dangote a assuré que le marché local serait prioritaire afin d'éviter une pénurie. En Sierra Leone, la hausse provoque la panique.
Une flambée des prix de pétrole qui se répercute également en Sierra Leone. Dans le pays, le prix du litre d'essence est passé de 28 à 32 léones, soit une hausse d'environ 15%. Il s'agit de la deuxième augmentation depuis janvier, après une première liée à une hausse des taxes dans la loi de finances 2026. À Freetown et dans plusieurs villes, l'annonce de cette nouvelle hausse a provoqué un vent de panique dans les stations-service. Pendant plusieurs jours, une longue file d'attente se sont formées. Certains chauffeurs craignent une pénurie. D'autres se tournent vers le marché noir où le carburant se vend jusqu'à 35 léones le litre, bien au-dessus du prix officiel. Un chauffeur explique avoir dû acheter son essence de cette manière, faute d'en trouver dans certaines stations. Sa réaction, la guerre avec l'Iran n'a même pas duré une semaine et les prix ont déjà augmenté. Au Sénégal, pour terminer, le PASTEF, le parti au pouvoir, serre les rangs. Alors que le fossé se creuse entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, de nombreux cadres du PASTEF ont pris position ces dernières 24 heures en faveur du chef de leur parti, Ousmane Sonko, et donc contre la coalition Diomaye Président qui a tenu sa première assemblée samedi 7 mars et se structure pour devenir une force alternative au PASTEF en vue des prochains rendez-vous électoraux. Ousmane Sonko, le gardien de la révolution, peut-on lire sur la page Facebook de la porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Faye. Idem pour le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal. Via les réseaux sociaux, ces dernières heures, les cadres du parti PASTEF choisissent leur camp. Pour beaucoup, structurer une force politique alternative au PASTEF est une trahison du président Bassirou Diomaye Faye au parti qui l'a porté au pouvoir. Comment tout d'un coup, Bassirou Diomaye Faye, se demande Guy Marius Sagna, député du PASTEF, qui a été élu pour le projet d'un parti politique, peut prendre ses distances avec ceux-là qui ont élaboré ce projet-là. Ça n'a pas de sens. Il est en train de trahir le projet de PASTEF. Il est en train d'opérer un wall-up d'une mobilisation formidable populaire des citoyens sénégalais. Et la vertigineuse dette publique. Incompréhension aussi du côté de l'opposition qui, face à une dette publique vertigineuse, des difficultés économiques à venir du fait de la guerre en Iran, se désole de cette division entre le chef de l'État et son premier ministre. Au lieu de mobiliser ensemble des énergies pour susciter un sursaut national et faire face aux problèmes, dit Terno Alassane Sall, député non inscrit, Sonko et Diomaye ajoutent de la division. Ils constituent aujourd'hui des problèmes au lieu d'être des solutions. Depuis samedi, Ousmane Sonko n'a fait aucune déclaration au sujet de cette réunion de la coalition Diomaye Président qui doit servir à préparer les prochaines échéances électorales comme stipule dans sa charte. Le 1er mars, le chef du PASTEF avait cependant appelé ses militants à ne pas accorder trop d'intérêt à cette coalition, incapable selon lui de concurrencer le parti PASTEF. Et c'est ainsi que nous bouclons ce bulletin d'information. Latifat Kawenou, l'antenne est à vous. Merci à vous, Fauzia. C'est pour la livraison de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre la météo du jour. Et dans la note culturelle de ce jour, lecture rencontre ce mercredi 11 mars 2026, le chemin de Jada avec Laurent Safo à la bibliothèque
la bibliothèque de l'Institut national l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 15h00. Chers amis internautes, l'autrice de Comme un million de papillons noirs réalisera une lecture de son album suivie d'un échange avec le public. Une occasion unique de rencontrer une autrice d'album de jeunesse. Ne manquez pas ce rendez-vous, chers amis internautes, c'est pour demain, mercredi 11 mars 2026 à partir de 15h00 et l'entrée elle est juste gratuite dès 4 ans. Mesdames et messieurs, voici à présent la prochaine rubrique de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique l'interview matinale présidentielle de 2026. Plus de 300 mouvements de soutien à Romuald Wardani pour un défi de 75%. Une réalité ou une utopie liée aux chiffres et pour quelle nécessité politique? Mesdames et messieurs, nous en parlons ce matin avec notre invité Edmond Aïndé. Il est déjà sur ce plateau. Edmond Aïndé, bien le bonjour. Bonjour Madame Latifat. C'est un plaisir d'être dans vos studios. Je salue vos auditeurs et vous remercie pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes un acteur politique. Alors, Edmond Aïndé, plus de 300 mouvements sont créés pour soutenir la candidature de Romuald Wardani. On parle de plus de 300 mouvements. Est-ce une réalité ou bien ce n'est que des chiffres? Je crois que c'est une réalité et vous l'aurez remarqué par vous-même que la mobilisation qu'il y a eu le week-end dernier à travers, je crois, 7 départements doit pouvoir vous montrer l'effectivité de ce qu'il y a effectivement assez de mouvements qui soutiennent la candidature du duo Romuald Wardani et Madame Mariam Talata. Pourquoi autant de mouvements pour une seule candidature, pour un seul candidat? À part les mouvements, il y a aussi les acteurs politiques qui soutiennent l'action du candidat. Et pourquoi vous voyez cette flopée de mouvements? C'est parce qu'il y a eu une réforme pertinente, une réforme du système partisan qui met les partis au cœur de l'action politique. Et on a demandé à beaucoup de partis de fondre leur identité, de mourir. Et beaucoup de mouvements politiques aussi, on a limité leur action. Mais nous avons remarqué sur le parcours que le taux de participation a commencé à baisser depuis 2019. Il n'y a pas d'engouement de nos compatriotes à aller aux urnes. Et ça ne date pas de maintenant. D'ailleurs, même ce n'est pas qu'au Bénin. On sent de plus en plus que la population mondiale, de façon générale, ne s'intéresse plus au vote. Pour eux, c'est comme si c'est une formalité. Et ce qui a tiré notre attention et a mis de l'énergie dans la mobilisation des mouvements, c'est les élections législatives et communales, qui sont une élection de proximité. C'est-à-dire, les électeurs, nos populations ont vu leurs frères candidats qui doivent élire. Normalement, a priori, le taux de participation doit être un taux record. Nous avons constaté qu'on n'a pas franchi la barre de 40%. Ça donne de l'inquiétude à des acteurs politiques réels. Donc ce n'est pas lié, ce n'est pas qu'au Bénin. Quand vous faites les statistiques, vous remarquez que de plus en plus, l'engouement baisse pour les échéances électorales. Donc les mouvements se sont mis très tôt en branle. Vous allez remarquer qu'après les élections, après la désignation du candidat, il y a eu plein de mouvements, fan club, il y a eu plein de mouvements qui ont commencé à faire un travail pour se démarquer et montrer qu'ils peuvent aller apporter quelque chose au parti. Parce que ce qui se fait, c'est un travail complémentaire. Donc, tout ce que les mouvements font, tout ça doit être reversé au parti. Parce que quand le taux de participation va être relevé, c'est le Bénin qui légitime ses fils et ses élus. Là, on sent que le peuple a donné caution. Et c'est ça que nous recherchons. Particulièrement, nous, au Réseau pour l'éveil patriotique, nous avons commencé ce travail depuis 2012. Où, dans nos tests, vous voyez, à l'AS 6, nous avions sensibiliser les couches les plus vulnérables aux choix qui sont amenés à faire par le biais du vote.
Et depuis lors, on le fait. Et ça nous permet, c'est ça qui nous a même ramené, rallié à la politique réellement. Parce que c'était de l'action citoyenne. C'était dire aux gens, vous devez aller voter, mais ne faites pas ça par complaisance. Pour aller voter, ayez des raisons réelles et choisissez, pas pour choisir. N'allez pas choisir parce qu'on m'a donné 1000 francs. N'allez pas choisir parce que le monsieur est beau. Mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il peut apporter à ma communauté? Non, on a commencé ce travail depuis longtemps. Et ce qu'on fait vient à propos pour les élections présidentielles à venir. Alors, vous parlez d'un faible taux de participation qui a été enregistré lors des législatives. Un problème qui, selon vous, n'est pas lié, qui n'est pas propre à notre pays, au Bénin. Mais est-ce qu'on pourrait le lier aux réformes du système partisan? Aujourd'hui, pourquoi le peuple béninois n'a plus en ce temps engouement d'aller aux urnes? Oui, vous savez, on peut lier ça un peu à la réforme du système partisan. Vous voyez, par le passé, nous avions plus de 300 partis politiques. Beaucoup de partis politiques. Et ça fait un effet, un levier de levée d'électeurs. Parce que tout le monde travaille. C'est mon parti et dans tout le pays presque, on voit des mouvements se créer pour amener les gens aux urnes. Mais avec la réforme du système partisan, nous avons 2 grands partis. Après, il y a les autres. Disons, dans le pays, nous devons avoir jusqu'à une douzaine de partis politiques maintenant. Exact. Donc, vous voyez que la mise en route de l'action militante qui doit ramener les gens aux urnes doit être freinée s'il n'y a pas une organisation sérieuse au niveau de ces partis-là. Et normalement, au sein des partis, on devrait avoir beaucoup de cours. Normalement, ces mouvements ne devaient pas se lever maintenant. C'est des mouvements qui auraient pu être, légitimés au sein des partis, dans des commissions techniques, dans des thématiques, dans des actions types. Et là, maintenant, ce seraient les partis qui lanceraient ces courants-là pour qu'on ait le taux de participation. Mais c'est dommage. Les mouvements ont été obligés de se lever pour que nous puissions aller à ces élections. Et je pense que ça doit continuer parce que nous aurons une trêve politique et 7 ans après, il y aura encore les élections. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers, qu'on soit toujours en train de chercher à améliorer le taux de participation. Dans le fond, Edmond Aïndé, ces mouvements ne se substituent-ils pas aux partis politiques dans leur rôle? Nullement, parce que ces mouvements sont des actions, disons, ad hoc, c'est-à-dire pour la circonstance nette. Tous ces mouvements, aucun mouvement n'a pu dire nous avons un plan de pérenniser les actions jusqu'à après 2026. Aucun. Donc les mouvements disparaîtront après l'élection? Non, les mouvements existeront, mais les actions déclarent, on sort, doivent finir après les élections. Et puis, tous ces présidents de mouvements sont membres des partis politiques. C'est ça qu'il faut noter. Donc, chacun ira dans son parti, comme l'a dit quelqu'un, tout le monde reviendra dans les rangs après les élections présidentielles. Samedi dernier, à Misrété, précisément à la maison des jeunes de la commune d'Accra-Misrété, vous avez lancé un message dans lequel vous invitez le peuple béninois à sortir majoritairement et à voter majoritairement en faveur du candidat Romuald Wadègne. Là, vous ne parlez pas de victoire, vous parlez d'un vote, d'un engouement à aller au vote. Apparemment, pour vous qui êtes membre des mouvements qui soutiennent la candidature de Romuald Wadègne, vous n'êtes point inquiété par la victoire. Pour vous, la victoire elle est déjà assurée. Est-ce parce que l'adversaire en face n'est pas de taille? Non, en fait, le moment ne s'y prête pas. Nous allons parler de la victoire du candidat quand les campagnes électorales vont démarrer. Ici, ce dont nous parlons, il s'agit d'une action citoyenne. Il s'agit d'impacter, de dire à nos compatriotes, allons voter. C'est important. Le droit de vote a été acquis par de grandes luttes. Et on ne peut pas laisser tomber ça. Même dans vos maisons, s'il y a une décision à prendre, si vous êtes 5 et que 3 personnes disent « nous ne sommes pas d'accord », vous avez du mal à avancer. Donc le vote est sacré, c'est quelque chose d'important. On ne reste pas en marge
de sa société. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire d'abord pour l'instant. On n'est pas venu. Après du 28, vous allez nous voir sur le terrain du combat politique pour faire gagner notre candidat. Parce qu'on aura en face un autre duo. Mais il faut proposer quelque chose, il faut travailler. Pour l'instant, nous ne sommes pas en campagne. Pour l'instant, nous menons une action pour dire à nos compatriotes quelque chose est en train de venir, vous devez sortir pour voter. Allez voter, même abstention, votez n'importe quoi, mais il faut voter. D'abord, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas dit voter un candidat, non. Il s'est fait que les mouvements majoritairement qui se sont réunis le week-end dernier étaient à l'initiative de la mouvance présidentielle. C'était ça. Mais le discours, quand vous allez suivre tous les discours, c'est des discours qui vont dans le sens aux urnes citoyens. Alors, vous parlez d'un défi de 75% pour précisément renforcer la légitimité du candidat Romuald Ouadaye. C'est pour la première fois, hein, si je ne me trompe pas, qu'à la veille d'une élection, on parle de renforcement de la légitimité d'un candidat. Pourquoi Personne n'a parlé de légitimité d'un candidat, mais on a parlé du taux de participation. On a vu que nos compatriotes ne participent plus. Ils ne sont pas intéressés. Et ça inquiète. Pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y a eu le temps de l'observation. Nous avons regardé. Avec la réforme, il y a eu les élections de 2021. On a vu. Il y a eu les élections de 2026, législatives communales. Ah, on a été inquiétés. Et pour ça, on a mené l'action tout de suite. Parce que si on ne mène pas l'action maintenant, on devra attendre 7 ans après. Donc, il faut travailler à cela. C'est le sens de l'action qui est en train d'être menée. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection. Je suis béninois, fier de l'être. Et on va dire que le taux de participation, c'est moins de 20%. Je ne veux pas voir celui qui a été élu. Mais moi, je suis embêté. En tant que béninois, de voir que mes compatriotes ne sont pas sortis. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Donc, il faut anticiper sur ça. Et il faut oser aller vers les gens. Et c'est ce qui va se passer. Et pour aller, il faut un grand mouvement d'ensemble. Et c'est fort ça que les 300 mouvements sont un levier important à actionner pour relever ce taux de participation. Mais les campagnes vont démarrer tout à l'heure. Et vous allez voir. Alors, là, notre candidat, on a des choses à vendre. Moi, j'ai un candidat, vous ne savez pas. Mais on a des choses à vendre. On a des choses à dire. Et ça va pouvoir permettre à ce que les gens sortent. Et là, un problème est réglé. Mais nous allons exiger que ce soit le vote dans le sens de notre candidat. C'est ce qui va se passer. Vous militez beaucoup plus pour la démocratie béninoise, la vitalité de la démocratie. Tout à fait, c'est important. Alors, Edmond Aïndé, vous parlez d'un taux de 75%. Pourquoi ce défi de 75% et comment comptez-vous y arriver? Oui, c'est qu'il faut être réaliste. Nous avons eu des élections de proximité et on n'a pas pu franchir la barre des 40%. Pour nous, d'abord, il faut passer le cap des 50%. Et montrer que nous pouvons aller au-delà. Quand on a mis 75, on peut dépasser 75%. On peut aller à 80%. C'est estimatif. Et 75%, nous clamons 75%, ce n'est pas maintenant. Non, ce n'est pas maintenant. Je vais vous montrer les activités qu'on a menées depuis 2012. 75%, c'est un chiffre qui permet d'atteindre les 100, d'aller. C'est-à-dire, on n'a pas 100%, mais on peut passer la barre des 80. C'est possible parce que moi, j'ai parlé avec certains de nos compatriotes, j'ai parlé avec des dames récemment qui n'ont pas perçu le sens du vote. Les primo-votants ne savent pas. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils prennent exemple sur ce qu'ils voient. Dans sa maison, peut-être il ne sort pas. Sa maman, peut-être qu'il n'aime pas sortir. Le petit est timbré. Lui-même, il prend ce timbre-là et il ne sort pas. Donc, il faut agir sur les primo-votants, qui sont beaucoup aujourd'hui. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est que la liste électorale est générée automatiquement. Dès que tu as 18 ans, c'est-à-dire automatiquement tu es enrôlé sur la liste électorale. Mais il faut sortir. Il faut que nos jeunes sortent. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et il faut leur parler, il faut leur expliquer. Sortez. Parce que dans votre zone, vous sortez majoritairement et vous votez abstention, c'est un message qui est envoyé aux élus pour dire, dans telle région, il y a un son de cloche. Et on doit aller savoir pourquoi. Ils ont vu, ils sont sortis, mais on a vu qu'ils se sont abstenus. Ça veut dire qu'ils sont en train d'envoyer un message.
Il y a des zones où ils sortent. Pas du tout. Eux ne sortent pas. Ça, c'est de l'indiscipline vis-à-vis de la République. Et là aussi, les élus en tiennent compte. Dans les actions à mener vers les communautés, on se dit, ceux-là ne sont pas intéressés. On vient vers eux à la fin. Mais ceux qui sortent, on dit d'accord, ils se sont exprimés. Soit en la faveur d'un candidat, soit abstention. C'est qu'ils ont voté majoritairement abstention. On doit aller vers, pour comprendre. Voilà. Et qu'avez-vous compris de ces votants, de ce peuple qui s'est abstenir? Non, le peuple s'est abstenu parce que le peuple n'a pas été assez sensibilisé. Ça, c'est ça. Vous savez, il y a des gens qui sont là, ça ne leur dit rien. Même des gens se lèvent le jour du vote et c'est le soir complètement, ils se disent « Ah, j'ai oublié de voter, par exemple. » Mais il faut quelqu'un pour le sensibiliser. Quand on l'a sensibilisé avant, il se rappelle qu'il faut aller voter. C'est important de faire le travail que les mouvements sont en train de faire. Pour l'instant, ce n'est pas en la faveur d'un candidat, mais tout à l'heure, on va orienter ça. C'est pas comme... Et pourtant, les mouvements portent le nom d'un candidat. Non, les mouvements, c'est ça la différence. Les mouvements sont nés dans la fièvre de ça. Depuis, on ne voit pas, bon, sauf un seul mouvement qui est quand même au nom de Paul Rompé, sinon la majorité des mouvements portent le nom de Duo Wadayi Talata. Oui. Alors, Edmond Aïndé, question personnelle, quel est votre intérêt à contribuer à l'élection de Romuald Wadayi? C'est un compatriote que j'admire beaucoup, qui a eu un parcours atypique. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé dans mon pays ces 10 dernières années. Je suis fier de là où nous avons mis la barre. Et pour que le cap soit maintenu, il faut quelqu'un qui est de la poigne, quelqu'un qu'on a vu à l'œuvre, capable de pérenniser les actions du président Patrice Talon. Assumer l'héritage du président Patrice Talon et ne pas s'effacer. Faire quelque chose pour nous-mêmes. Et c'est le moment qui est en train d'arriver. C'est une question de génération. Voilà. Donc nous allons faire... Le président Patrice Talon ne regrettera pas quand il serait parti. Il saura qu'il a laissé le pays à des jeunes et qui vont travailler avec tout le monde. J'ai bon espoir, c'est pourquoi je soutiens le duo. Vous avez bon espoir. Alors, s'il arrivait au pouvoir, Edmond Aïndé, que doit-il corriger au premier abord? Tout ça, on parlera de ça à partir du 28, quand les campagnes vont démarrer. Nous n'allons pas livrer nos âmes tout de suite. On aura 2 semaines pour confronter les idées. Parce que j'ai déjà vu. Ça a démarré avec Paul Rompé. Il y a des éléments qui sont montés très tôt au créneau. Il y en a même eu dans vos studios. J'admire leur courage face à ce qui va arriver tout à l'heure. Ils seront essoufflés très vite. Vous avez survolé rapidement la question, Edmond Aïndé, pour terminer. Quel est votre intérêt politique dans tout ça? C'est ça, j'ai dit. Vous visez quoi? C'est ça, j'ai dit. Mon intérêt politique. Non, c'est le bien-être de mon pays. Moi, je travaille partout où besoin sera pour apporter quelque chose à mon pays. Je n'ai pas un intérêt, quelque chose de visé tout de suite, non. Mais que ça change. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, le Bénin, c'est comme une jarre. Et nous sommes tous dedans. Si nous la brisons, on ira où? Donc, sauvegardons l'essentiel. Pour l'instant, l'essentiel à sauvegarder, c'est de passer le cap. Dès que le cap est passé et que nous avons un président, nous devons faire en sorte que les actions qu'il mènera nous amènent vers la prospérité tant espérée. Et c'est de ça qu'il est question. Les pauses, les intérêts personnels. Bon, est-ce que vous m'avez observé depuis un certain temps? Je ne suis pas intéressé par quelque chose de particulier. Mais quand je défends une idée, alors je vais au bout. Il n'y a pas un politicien sans intérêt, Edmond Aïndé. Donc je non, qu'est-ce que vous appelez intérêt? J'ai mes intérêts. Mon intérêt, c'est le pays. C'est le pays. Si le pays se porte bien et que nous avons la prospérité, nos salaires peuvent être augmentés. Je suis dans un bon pays. Si on fait des allègements fiscaux, on fait plein de trucs, j'en profiterai. Je suis dans un bon pays comme ça. Mais pas personnel, c'est ça. Beaucoup de Béninois doivent enlever ça. Et pour terminer, Edmond Aïndé, nous allons recueillir rapidement votre réaction suite à la démission du président Dr Touma Boni Yaye de la tête du parti Les Démocrates. Une surprise pour vous? Non, moi je n'ai pas été surpris et je crois a priori que
C'est maintenant que le président Boni Yayi est en train de connaître sa place et sa valeur en tant qu'ancien chef d'État. Il s'est mis dans un fourre-tout à coûte que coûte à affronter un homme. C'est de ça qu'il a été question. Le président Boni Yayi aurait dû très tôt quitter cette BAC-là. Mais moi, je l'ai déjà vu à août depuis longtemps. Dès qu'il a pris ses valises pour aller se soigner, j'ai dit à beaucoup que c'est terminé. Boni Yayi a sauté par-dessus bord. Il est parti. Donc la démission, c'est la matérialisation de la fin de son engagement politique. Et j'aurais pu, si j'avais les couloirs pour lui parler, je dirais merci papa, accompagnez vos jeunes. Il déclare tout de suite et il soutient un bon candidat. Et on sent qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien et qu'il aime son pays. Et qu'il faut qu'il rentre voter aussi. Président Boni Yayi, il faut rentrer pour voter. Alors, quel impact cette démission pourrait-elle avoir sur le parti? Est-ce la fin pour le parti, les démocrates, ou bien ce parti pourrait... Quand un journaliste a écrit, quand il y a eu la démission de Tchabi, le fils de Boni Yayi, et après de Boni Yayi, il dit qu'ils ont claqué la porte du parti, les démocrates. Et j'ai fait un commentaire, est-ce qu'il y avait encore une porte? Il n'y avait plus de porte. Le parti était disloqué. C'est mon frère Guy Mitokbe qui tient encore un discours Bon, mais c'est fini là maintenant. Ce parti va exister peut-être de nom, mais les individus qui l'animent doivent venir travailler pour la République. Et c'est en cela que j'ai aimé cette phrase, cette parenthèse de la trêve politique. Voilà. Alors, votre mot de fin rapidement, Edmond Aïndé. Mon mot de fin, c'est d'exhorter nos concitoyens à aller aux urnes et d'inviter tous les Béninois à croire au pays, à faire en sorte que le candidat qui sera élu le 12 avril soit réellement le candidat du peuple et que ce candidat aussi ait conscience de ce qu'il porte comme poids, parce que le président Patrice Talon a mis la barre très 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 haut. Merci à vous, Edmond Aïndé. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, présidentielle de 2026, plus de 300 mouvements de soutien à Romuald Wardahim pour un défi de 115% de taux de participation. C'était donc le sujet abordé dans l'interview matinale de ce matin avec notre invité. Tout juste après cette virgule, je vous invite à retrouver Anselme Orichard dans la revue de presse de ce 10 mars 2026. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Les quotidiens Fraternité, La Boussole et L'Informateur rapportent qu'une délégation du Parti Les Démocrates est attendue ce jour à Parakou, au domicile de l'ancien président Boni Yayi. Cette mission intervient après le rejet de sa démission par les instances du parti. Selon les journaux, cette rencontre vise à maintenir le dialogue avec le leader historique du parti, comprendre les raisons de son annonce et discuter des voies pouvant préserver l'unité et la cohésion de la formation politique à l'approche des prochaines échéances électorales. Mais cette démarche des émissaires du parti LD ne plaît pas du tout au quotidien Le Béninois Libéré. Le journal estime que les difficultés actuelles du parti trouvent leur origine dans sa gestion interne sous la direction de l'ancien président Boni Yayi. Selon l'analyse de mon confrère, la décision annoncée par l'ex-chef de l'État de se retirer de la vie politique pourrait s'inscrire dans une logique personnelle de prise de recul à l'approche de la fin du mandat du président Patrice Talon et dans un contexte marqué par la montée en puissance du candidat de la mouvance Romuald Wardahim. Pour le Béninois Libéré, les démarches visant à convaincre Boni Yayi de revenir sur sa décision seraient donc inopportunes. Le journal suggère plutôt de laisser l'ancien président se retirer et de lui permettre de rejoindre le cercle des sages, notamment à travers le statut du sénateur envisagé pour les anciens chefs d'État. Dans un autre registre à présent, La Boussole est revenue ce mardi sur l'attaque terroriste survenue dans la nuit du 4 au 5 mars 2026 contre un camp militaire à Kofuno dans la commune de Karimaman près de la frontière avec le Niger. L'assaut attribué à des combattants lourdement armés a fait 15 soldats béninois tués et 5 blessés
selon le porte-parole de l'armée, le colonel James Johnson. À la suite de ces drames, rapporte le journal Stadi La Boussole, tout comme le Coopérant, le Témoin Actu et National News 24, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbeno, a rendu un hommage solennel aux militaires tombés lors de la cérémonie de montée des couleurs au palais des gouverneurs à Porto Nouvo ce lundi. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes, tandis que le président du Parlement a salué le courage des forces de défense et exprimé la solidarité de la nation envers les familles endeuillées. Par la même occasion, le gouvernement a également salué la bravoure de l'armée, rancé l'indépendant. Selon La Boussole, cette attaque, l'une des plus meurtrières enregistrées dans le nord du Bénin, rappelle la menace persistante des groupes armés dans les zones frontalières et a suscité des réactions de soutien de la communauté internationale, notamment de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, dans les dernières secondes de cette revue de presse, les quotidiens La Guérite et L'Informateur rapportent qu'à l'occasion d'une rencontre conviviale organisée le dimanche 8 mars 2026 à Porto Nouvo, le conseiller municipal Romulus Bioku a célébré la Journée internationale des droits des femmes tout en apportant un soutien aux fidèles musulmans en période de Ramadan. Lors de cette rencontre qui a réuni des fidèles venus des 5 arrondissements de la capitale, informent les journaux, l'élu a distribué des kits alimentaires pour accompagner les familles confrontées aux difficultés économiques pendant le jeûne. Les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité, précise La Guérite. Profitant donc de l'occasion, Romulus Bioku et Abdul Aziz Amoussa, président du mouvement Les Soldats de Romiad Wadaï, ont également invité les populations à accomplir leurs devoirs civiques lors de la présidentielle du 12 avril 2026, en appelant à soutenir le duo Romiad Wadaï, Mariam Chabitala Tazibé. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les parutions ce mardi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc la revue de presse avec Anselma Orisha, une rubrique qui m'a un terme à ce numéro de votre émission matinale. Merci de votre aimable fidélité. Merci de toujours répondre présent sur ce rendez-vous. Et avant de vous laisser, chers amis internautes, n'hésitez pas à faire de grands projets. N'oubliez pas que votre Dieu n'est pas petit. Merci et portez-vous bien.